Je m'appelle Isaac Alfandari. Je suis le frère aîné de Rebecca, de 4 ans. Bon, je m'appelle Suzanne Arouche, c'est mon nom d'épouse, mais mon nom de jeune fille, c'est Suzanne Mémon. Moi, je suis né en Turquie. Rebecca est née en Turquie également, comme mes parents. Mon père et ma mère se sont mariés en Turquie. À un moment donné, la situation économique en Turquie n'était pas bonne, donc ils sont partis au Pérou, sauf qu'il a eu un accident. Et finalement, avec son copain, ils ont décidé de ne plus rester là-bas. Et au lieu de rentrer en Turquie, à Istanbul, ils sont venus à Marseille. Donc, papa a fait venir ma mère et ma sœur à Marseille. Et mes 2 frères et moi sont venus à Marseille. Donc, nous étions 4 enfants. Il y a eu la guerre gréco-turque. Les 4 frères Alfandari sont venus en France travailler en 1924. Et il nous a fait venir en France, ma mère, David, mon frère aîné qui avait 8 ans, moi j'avais 6 ans et Rebecca avait 2 ans. Et nous nous sommes installés à l'Estaque-Gare, banlieue de Marseille. Cette fois, c'est à Marseille. Les rues de la vieille cité phocéenne, où la vie semblait insouciante, Marseille, porte de l'Orient, connaît à son tour les entonnoirs des bombes, les maisons écroulées, les cris des blessés, les morts que l'on pleure. Les Juifs avaient un tampon rouge avec un J. Nous avons obligé en 1942 à avoir le tampon juif sur toute ton carte d'identité. C'est comme ça qu'on a arrêté mon frère lorsqu'il allait travailler à la Ciotat. Ce soir, j'ai pris Judith et je suis allé me réfugier à Pas-des-Lanciers, où j'avais travaillé dans une usine, la Sotève, et où le contremaître a été absolument sensationnel et m'a récupéré moi et Judith. Mais je ne savais pas du tout ce qu'était devenu mon père, ma mère, Rebecca. Le lendemain de la rafle, j'ai vu débarquer ma tante, sœur de maman, en disant voilà, dans la nuit, on est venu, on a raflé. Mon frère et ma belle-sœur étaient jeunes, ils avaient 18 et 20 ans. On n'a même pas laissé le temps à ma belle-sœur, qui était en chemise de nuit, c'était au milieu de la nuit, de se changer. Et quand elle a dit bon, je vais me changer, on lui a répondu mais non, mettez-vous le manteau sur les épaules, on va juste à côté au commissariat. Et elle est partie comme ça, en chemise de nuit, avec un manteau sur les épaules. Elle n'est jamais revenue. D'ailleurs, elle est inscrite dans le mur des noms à la synagogue d'Auteuil. Papa a été transféré à Drancy le 24 juillet et il est parti dans le convoi 77 du 31 août. Mon père était un homme qui laisse, comment dire, qui m'a formé, hein, comme exemple. Mon père a été mon modèle. Papa a décidé de partir en Espagne. Mais la veille, les Allemands avaient fermé la frontière. Donc nous sommes retournés à Marseille. Et à ce moment-là, mon père a été voir son ami, le consul général du Pérou, M. Peset. Il lui dit écoute, la seule chose que je peux te proposer pour te sauver toi et ta famille, c'est de faire des faux papiers, pas d'identité, mais des faux papiers comme quoi tu es en effet un attaché du consulat, voilà. Donc nous voilà partis en Allemagne, dans un hôtel, ironie de l'histoire, où apparemment Hitler avait fait ses premiers discours. Mais nous étions protégés parce qu'en tant que diplomate, en fait, on n'était pas internés, on était en résidence surveillée et nous sommes restés 1 an, jusqu'en 1944. C'est-à-dire quand les choses ont commencé à aller très mal pour l'Allemagne, ils ont voulu récupérer leurs diplomates qui se trouvaient dans les pays d'Amérique du Sud ou qui avaient rompu les relations avec l'Allemagne et qui avaient été donc, pareil, internés ou en résidence surveillée dans ces pays.
On a échangé donc, les diplomates sud-américains contre les diplomates allemands qui se trouvaient dans ces pays. Ben, on n'est pas retourné en France. Papa ne pouvait pas revenir en France, il était péruvien. J'ai grandi au Pérou, j'ai fait ma scolarité là-bas. J'ai même travaillé dans une agence de publicité américaine. Et en 1958, en fait, j'ai eu envie, moi, de revenir en France parce que la sœur de ma mère était restée quand même à Marseille. Maman et Rebecca sont partis de Marseille dans le convoi du 1er août. Et ce convoi, qui contenait beaucoup de résistants, a été détourné par le rail jusqu'à Annonay et ils ont été recueillis à Pierrelatte, à l'hôpital Saint-Agrève. Le frère de ma mère, qui était en vacances à Pierrelatte, a reçu un jour une amie qui lui a dit « J'ai vu ta sœur à Saint-Agrève ». Or, il était persuadé que sa sœur était déportée, qu'il n'y avait plus personne de vivant. Lorsque je suis allé à Pierrelatte, je ne pensais pas que j'allais retrouver ma mère et ma sœur. Je dis oui, mais pas Rebecca et ma mère. Après la guerre, nous avons attendu nos déportés, mon père, mon frère, qui ne sont pas revenus. Il a fallu se remettre au travail parce que j'avais trois femmes à nourrir. Mais lorsqu'ils ne sont pas revenus, il a fallu abandonner et prendre le magasin que mon père avait laissé à l'Estaque-Gare. Rebecca s'en est occupée parce que j'ai monté un deuxième magasin à Saint-Antoine. Le mari de Rebecca, il était avec toi au magasin. Hein? Michel, il Oui. était avec toi au magasin, à Oui. l'Estaque. Oui, oui, il me semble qu'il venait avec moi. Oui. Voilà, et moi j'avais mon épouse, j'étais marié, mais je sais qu'elle allait faire les courses à Marseille, chez les grossistes. Quoi? Elle se débrouillait très bien. Quoi? Tu te débrouillais très bien, mon magasin. Oui, 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 oui. C'est très bien. Maintenant, un peu perdu les pédales. Mais... On a l'air de penser que ça s'estompe dans la mémoire hein, et que pour beaucoup de jeunes, c'est pas qu'ils pensent que ça n'a pas existé. Et donc il faut vraiment que les jeunes prennent la relève pour que cette mémoire persiste. C'est après la mort de ma femme que j'ai rencontré le club de la mémoire d'Auschwitz à Marseille. Et c'est là que je me suis plongé dans l'histoire de la déportation, etc. J'ai témoigné plusieurs fois dans des écoles. Et j'ai vu des jeunes qui sont venus me donner des petits mots d'affection, d'amitié. Je crois avoir supporté un message et je crois que ça a porté chez les jeunes. Beaucoup de déportés n'ont jamais voulu raconter. Alors, il n'y a pas eu un blackout, c'est pas le mot. Mais on avait l'impression qu'on n'avait pas envie de nous entendre, on n'avait pas envie de replonger dans ces années noires. Et c'est vraiment bien après qu'on a commencé à prendre conscience qu'il fallait quand même commencer à parler parce que, voilà, sans ça, tout serait oublié et ça pouvait recommencer, malheureusement. Dire aux jeunes, attention, ouvrez les yeux, n'écoutez pas et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, réfléchissez avant de réagir. Ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est ne jamais rien lâcher. Quand on a des convictions et quand on voit ce qui se passe dans ce monde, il ne faut pas lâcher. Il faut tenir bon, en sachant que si on tient bon, on peut arriver à beaucoup de choses.